Bienvenue sur FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance est la première plateforme de contenu et de débat dédiée à la transformation de la fonction finance. Au fil de nos épisodes, nous allons vous faire découvrir des projets, des personnalités ou des collaborations qui ont pour point commun d'être particulièrement inspirants pour mener cette grande révolution que connaît actuellement la fonction finance. FOF, le podcast. Aujourd'hui, nous recevons Elisa Mahdavi, directrice de la performance ESG du groupe EDF depuis 3 ans après un parcours côté finance. Un témoignage rare, précieux et surtout très instructif dans un instant. À mes côtés également, notre partenaire Oracle en la personne de Stéphanie Achard, vice-présidente Strategic Clients chez Oracle France. FOF, le podcast, proposé par Lozam Agency. Elisa Mahdavi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps pour nous partager votre expérience au cœur d'un des plus grands groupes français. On va y venir dans un instant. Bonjour Stéphanie. Bonjour Karine. Ravie de vous avoir à nos côtés pour nous faire profiter de votre expertise. Alors Elisa, après un parcours financier, vous avez notamment été directrice financière d'une des filiales d'EDF. Vous avez fait le choix de basculer côté RSE. En 2020, vous dirigez la performance ESG chez EDF. Pour quelles raisons vous avez fait ce choix ? Alors tout d'abord, merci pour cette invitation Karine qui me fait très plaisir. Je suis entrée dans la communauté Future of Finance avec ma casquette financière en tant que CFO, comme vous l'avez rappelé. Et j'y suis encore aujourd'hui, ce qui montre qu'il existe bien une passerelle entre la finance et la RSE. Pour revenir à votre question sur pourquoi avoir basculé de la finance vers la RSE, il faut savoir que c'est en tant que directrice financière de la filiale G2S que j'ai fait mes premiers pas dans la RSE, puisque j'étais responsable également du dialogue social et plus largement de tout ce qui touchait la RH, les responsabilités sociétales d'entreprise, aussi bien envers ses propres salariés qu'auprès de son écosystème, le but étant de rechercher, de laisser un impact positif. C'est ainsi qu'en 2020, lorsque la directrice impact du groupe m'a proposé de prendre en charge le pôle performance ESG qui venait d'être créé, j'ai tout de suite dit oui, car cela me permettait de conjuguer à la fois mes compétences financières et de continuer à explorer le domaine de la RSE que je venais découvrir au sein de la filiale. Elisa, passé le choc des cultures, forcément, j'imagine, parce qu'on voit bien, c'est le sujet aujourd'hui. Pour former vos équipes, vous êtes allé chercher d'autres recrues au profil financier. D'autres ont fait le chemin inverse. Certaines personnes qui étaient à la consolidation financière sont désormais au sein de votre pôle performance ESG. Mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte d'avoir finalement, au-delà d'un travail de collaboration qu'on voit déjà dans plusieurs organisations, de véritables intégrations et la création d'équipes multiculturelles finalement ? Je pense que avoir une équipe avec une diversité d'expériences ou de compétences, c'est une richesse de toute manière, c'est une source de performance, mais peut-être ça se perçoit encore plus dans le champ de la RSE et plus précisément celui de l'ESG. Parce que l'ESG, d'une certaine manière, est ni plus ni moins qu'un prisme pour apprécier la RSE. Et il se trouve que ce prisme particulier est celui du monde de la finance, qui a une double exigence. L'exigence à la fois des faits, mais aussi l'exigence des chiffres. Donc, il faut savoir faire travailler en fait les équipes, dans les équipes, des personnes qui ont une expertise de RSE en matière du climat, de la biodiversité, de sociétal, avec des personnes en capacité de travailler avec énormément de données, avec énormément de chiffres, de les consolider avec les mêmes règles que la finance, avec la même rigueur. Donc, c'est comme ça qu'on a créé cette richesse multiculturelle des équipes à la fois finance et RSE. Donc justement, vous insistez sur la nécessaire financiarisation de la RSE. Comment cela se traduit concrètement ? Comment vous répartissez-vous les rôles, quand même, mine de rien, entre votre pôle et la finance ? Alors, en insistant sur la financiarisation RSE, je veux dire qu'aujourd'hui, on apprécie, on évalue la valeur d'une entreprise avec beaucoup plus de choses que des ratios uniquement financiers. La RSE est un élément de différenciation. Sa performance est une force, mais au contraire, sa sous-performance peut apparaître comme un risque. Si je vous prends l'exemple de Larry Fink, par exemple, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, en 2020,
2020, il a dit « Climate risk is an investment risk ». Donc, typiquement, il fait le lien entre un sujet du domaine de la RSE, le climat, l'environnement, et qui peut être pénalisant pour la valorisation financière des actifs. Et nous, chez EDF, on est assez sensible à ça. Et typiquement, sur tout ce qui est en lien avec les questions ESG, des investissements, on reçoit ensemble la direction impact et la direction relations investisseurs. Ces investisseurs, on répond ensemble à leurs questions et on décilote le fait de dire, voilà, il y a une stratégie RSE, il y a une stratégie finance, et finalement, tout est intégré au service de la raison d'être d'EDF. Et c'est important aussi d'envoyer ce signal aussi aux investisseurs qui voient que, voilà, ils ont une équipe soudée en phase 2. Et en fait, donc, c'est vraiment une performance intégrée qu'on valorise, et au niveau même de nos résultats financiers, parce que c'est tous les faits ESG, tous les faits marquants ESG sont portés par le PDG d'EDF lorsqu'on publie les résultats annuels, en fait. Stéphanie, on le voit, hein, EDF est assez mature sur le sujet de ce partage et cette collaboration entre finance et RSE. Pour de nombreuses autres organisations, c'est pas forcément aussi simple, on l'a vu, c'est pas toujours aussi évident. Quels sont vos conseils, justement, pour créer un langage commun entre ces deux mondes ? Je crois, Karine, qu'il y a plusieurs choses. C'est pas Elisa qui va me contredire. D'abord, il y a le sujet de définir des KPI communs, un langage commun. Ensuite, je crois que Elisa l'a rappelé, il y a un sujet aussi de gouvernance à mettre en place, une communication probablement assez régulière aussi avec, certes, les parties prenantes côté finance et côté RSE, mais aussi l'ensemble des employés. Et enfin, je crois que probablement le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est se dire que ces KPI dont on a parlé là, c'est bien aussi qu'il soit partagé avec l'ensemble du business. Parce que la RSE, c'est pas un sujet ad hoc, c'est un sujet qui doit être complètement intégré dans les différents business que couvrent les entreprises. Et le fait d'avoir ces indicateurs finalement ancrés au niveau des lignes de business et des différentes strates managériales, c'est aussi un garant d'une communication qui est claire et qui est efficace, où tout le monde s'y reconnaît. Donc sur le papier, ça a l'air facile. Finalement, on voit que dans les faits, ça peut être toujours plus facile sur le papier, Karine, c'est vrai. Mais bon, on voit quand même avec EDF qu'il y a des vrais... Oui, et il y a une base de conseils, effectivement, que vous venez de rappeler, qui sont quand même importants avant d'avancer. Elisa, vous avez travaillé ensemble, RSE et Finance, sur le sujet le plus évident et le plus indispensable du moment, la taxonomie. Quels seront les prochains sur lesquels vous allez pouvoir avancer ensemble ? Alors, tout d'abord, Karine, la taxonomie n'a pas dit son dernier mot, parce que cette réglementation doit avoir 6 objectifs environnementaux, on en est à 2, donc on a encore une longue collaboration à faire en finance sur tout le reste, tous les autres objectifs environnementaux. Après, il va y avoir la CSRD. La CSRD, on va travailler sur tout ce qui est en lien avec les cash flows futurs qui peuvent être chamboulé par les impacts les différents impacts que nous avons sur notre écosystème. Donc la CSRD nous souhaite qu'on aille plus loin en fait dans la financiarisation, dans la quantification de ces impacts. Et enfin, de façon, je dirais, plus prospective, plus volontaire, on va travailler sur la notion de la création de valeur avec nos financiers. Création de valeur, c'est une notion qui est jusqu'ici bien utilisée dans une logique actionnariale, mais nous, on va l'élargir à d'autres parties prenantes de la société. Ces nouvelles collaborations RSE Finance entraînent de nouveaux process, de nouvelles missions, notamment pour le comité d'audit. Ça, c'est intéressant et c'est assez récent chez vous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait, vous avez raison. Nouveaux process, nouvelles missions qui, je rappelle, ont un but ultime, c'est de faire peser l'information extra-financière de la même manière que l'information financière dans les décisions, la prise de décision stratégique de l'entreprise. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut passer par la normalisation. Donc la normalisation, on va avoir des normes qui vont être arrivées sur le marché grâce à l'EFRAG. En finance, on a l'IFRS, on va avoir ces 12 normes en ESG. Et ça passe également par faire cheminer les résultats extra-financiers dans les mêmes instances de gouvernance que les résultats financiers. C'est pour ça que à EDF, pour la première fois, on est un peu en avance de phase, on va présenter la performance ESG du groupe, les résultats de la performance ESG du groupe dans un comité commun responsabilité d'entreprise audit devant les administrateurs membres de ces 2 comités.
Et donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté, et j'imagine dans les process et dans la façon de faire. Stéphanie, chez Oracle, vous avez imaginé un outil permettant d'élaborer justement la déclaration de performance extra-financière. Quels en sont les contours ? Effectivement, Karine. Alors aujourd'hui, on a une offre dans le cloud d'Oracle en mode SaaS qui permet, qu'on appelle Oracle Enterprise Performance Management, qui permet en fait d'optimiser et puis de gérer de bout en bout cette déclaration. Après, ce qui est important aussi, au-delà de l'outillage qu'on permet d'apporter aux directions financières et aux directions de la RSE, il y a aussi un ensemble de solutions pour différents métiers de l'organisation qui permettent d'obtenir finalement un bilan énergétique plus positif. Je vais donner 2 exemples. Dans le secteur des utilities, on a édité une solution qui s'appelle O-Power, qui permet aux entreprises du secteur de mieux conseiller leurs clients et du coup de limiter la consommation énergétique. On a quand même réussi, depuis que cette solution existe, à économiser l'équivalent de 25 TWh, ce qui est a priori de ce qu'on me dit, la consommation de 4 centrales au charbon pendant 1 an, donc avec finalement un impact assez important. On a aussi dans des secteurs, notamment pour le retail ou le manufacturing, des solutions toujours dans notre cloud qui permettent d'optimiser la supply. On sait que depuis le Covid, le sujet de supply chain sont quand même assez importants, assez critiques. Et là, il s'agit certes de savoir précisément où sont les biens, etc., mais surtout de regarder comment on peut optimiser finalement le transport. Et plusieurs de nos clients nous disent qu'ils ont réussi finalement à avoir un impact d'à peu près 20%, c'est-à-dire sur l'économie de transport avec l'impact environnemental qu'il y a derrière. Donc il s'agit véritablement pour nous, selon les industries, de positionner des offres qui répondent à des challenges spécifiques de ces industries, là aussi pour avoir une empreinte plus positive. Concernant justement la collecte des données ESG, Elisa, quelles sont vos recommandations en termes d'organisation afin d'assurer leur fiabilité ? Parce que ça, on l'a vu du côté finance, c'est quelque chose dont on a l'habitude depuis des années. On travaille là-dessus. C'est moins évident du côté ESG. Et c'est peut-être là que le bas blesse et que vous apportez, j'imagine, votre culture à vous. Oui, on a commencé ça il y a 2 ans. On a appelé ça le projet de industrialisation des données ESG. Et c'est d'abord un travail organisationnel, un travail de conduite du changement auprès de nos correspondants dans les entités, dans les filiales. Il faut voir, au niveau de la taille d'EDF, c'est impressionnant. Donc l'idée, c'était finalement de conduire le changement, de sensibiliser nos correspondants sur la notion de la donnée, pour qu'ils expliquent les variations, pour qu'ils mettent en place des contrôles de niveau 1, niveau 2. Nous, on a centralisé la collecte, la consolidation au niveau de la direction impact, avec les mêmes règles que la direction financière, et en mettant une véritable fonction de controlling aussi sur ces données-là. Et on a, une fois que l'organisation était claire, la méthode de calcul était robuste, on a injecté nos données dans le même outil que l'outil de la consolidation financière. Donc aujourd'hui, chez EDF, on a le même outil, on calcule le chiffre d'affaires de l'entreprise, on calcule nos émissions de CO2, donc des millions de tonnes et des euros. Et vous diriez que du coup, aujourd'hui, ce processus-là, grâce à un outil commun, est terminé, ou il y a encore beaucoup de choses ? Parce que là, on est sur 2 indicateurs, mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres plus tard. Donc, comment vous allez gérer ça ? Alors, là, j'ai dit 2 indicateurs, mais de façon générale, on est sur plus de 5 à 600 indicateurs par an, parce qu'il faut aussi répondre aux agences de notation. C'est des données brutes, après, c'est des indicateurs composés. Mais après, effectivement, avec la CSRD, nous avons aussi d'autres collectes à mener. Donc, en tout cas, on a un socle fiable, robuste, qui permet aussi d'accueillir d'autres données. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment le mindset qu'on a changé, mindset de nos correspondants environnement, RSE, pour qu'il y ait cette culture de la donnée qui existe, comme vous dites, en finance et qui maintenant existe chez nous en RSE. Le mindset, la culture de la donnée. Le deuxième point que vous avez abordé, c'est l'outil. Stéphanie, c'est nécessaire et primordial d'avoir un seul et même outil pour la data financière et extra-financière ? Je crois que Elisa l'a bien dit, c'est sûr que c'est l'idéal. Après, on sait que toutes les organisations n'ont pas cette chance ou n'ont pas pu encore mener ce type de projet. Donc, ce qui est aujourd'hui absolument fabuleux avec les plateformes de technologie que l'on a, c'est qu'on est en capacité d'aller chercher finalement des données dans différents systèmes, de les agréger, de les utiliser, donc de les analyser, et puis finalement
d'aller derrière produire des rapports avec une granularité assez importante et assez différenciée selon ce que l'on cherche à en faire. Donc j'ai envie de dire oui, c'est super quand on a ça. Après, pas de désespoir si on ne l'a pas. Il y a aussi toutes les capacités pour faire ça en créant des lacs de données ou des bases de données en utilisant ce que l'on a déjà. Je vous vois opiner du chef, Elisa. Est-ce que vous aviez essayé d'autres manières de faire ou finalement c'était la première qui s'est présentée à vous et vous avez dit c'est comme ça que ça va fonctionner? Oui, c'était la première qui est venue, notamment en termes de lac de données. Au début, on s'est dit que on a regardé en fait pour faire de l'IA et on voit que pour le moment, en tout cas, on n'a pas assez de volume pour faire ce type de procédé. Vous, et donc, chez EDF, vous n'avez pas assez de volume? Non. Parce qu'il faut beaucoup quand même pour faire de l'intelligence artificielle et la donnée, l'outil de la consolidation financière était vraiment le périmètre qu'on cherchait parce que on a exactement le même périmètre pour la collecte des données RSE et ça s'est fait assez naturellement pour dire on va pas chercher un nouvel outil, cet outil existe, on a les mêmes paliers de consolidation, pourquoi pas aller chercher un nouvel outil ailleurs, quoi. FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance. Alors justement, pour conclure, Elisa, quels conseils, bonnes pratiques donneriez-vous pour que cette collaboration entre finance et RSE se passe pour le mieux? Parce que vous le disiez, on est quand même dans un cas particulier. Est-ce que vous conseilleriez à toutes les organisations de suivre votre exemple? Ou quels conseils donneriez-vous pour que ça se passe pour le mieux, cette collaboration entre finance et RSE? Alors, ça serait plutôt un conseil de mindset, comme je l'ai rappelé, c'est que il faut que les équipes soient sensibilisées et convaincues. Ce qui est important, c'est convaincues que la finance et la RSE sont deux faces d'une même pièce qu'on appelle performance. Et que la performance, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'une entreprise puisse exister dans la durée. Donc, ça suppose que les deux équipes puissent travailler en confiance, en collaboration continue, pas seulement quand ils ont besoin l'une de l'autre. Et juste, j'ajouterais pour la fin que c'est vraiment une demande aussi très forte des étudiants en finance qui vont arriver sur le marché de travail et qui réclament de plus en plus l'introduction des concepts RSE dans leur cursus académique. Mais je crois que tout le monde est convaincu de cette nécessité de travailler ensemble. Mais est-ce que vous avez des tips pour arriver à convaincre justement les équipes? Parce que c'est une chose de le dire il faut convaincre et embarquer tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Je pense que c'est l'exemplarité des dirigeants. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'avoir une raison d'être qui est une boussole pour tous les salariés, toutes les directions qui prônent la neutralité carbone et le climat, le bien-être, les préservations des ressources, les développements responsables. Enfin, c'est quand même tous les challenges ESG auxquels on doit faire face dans les 10 prochaines années ou même avant. Donc, déjà dans notre raison d'être, on a des challenges RSE à soulever. Et puis, l'exemplarité des dirigeants, parce que quand vous voyez que c'est le PDG qui parle de la RSE, que c'est PDG qui, en même temps que ses chiffres financiers, donne part de ses faits marquants, nos faits marquants de 2022, par exemple, la résolution climat, ça montre en fait que tout ceci est intégré et on doit tous ramer dans le même sens. Donc, ça décilote naturellement les équipes et les façons de faire en fait. Donc l'exemplarité est effectivement un capitaine pour pouvoir bien donner la direction. Stéphanie, chez Oracle, vous êtes mis également en ordre de marche pour répondre à ces nouvelles exigences des entreprises en matière de RSE. Absolument, on a 3 piliers finalement sur lesquels on travaille. Il y a tout d'abord nos offres, qu'elles soient les plus favorables pour l'environnement. Donc quand on est un cloud provider, comme on dit, on a 48 régions, 48 data centers au niveau mondial. Tout d'abord, on s'est attaché à ce que ces data centers, alors soit pour la zone Europe, aujourd'hui c'est le cas, on a des data centers qui sont finalement 100% avec des énergies renouvelables. On s'est engagé en 2025 à ce que ce soit le cas pour l'ensemble des data centers sur la planète. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nos pratiques
c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc toujours pareil, il y a des pratiques qui sont communes dans l'ensemble des organisations, c'est-à-dire on a tous baissé le thermostat, donc ça c'est une chose, recycler, être attentif à la préservation finalement des ressources de l'eau, etc. Mais il y a aussi le recyclage des matériels électroniques. Dans un data center, vous avez quand même une somme de matériel extrêmement importante. Donc l'engagement que nous on a un plan très agressif. On recycle à peu près, là, en 2020, on a recyclé à peu près 99% du matériel. C'est 1100 tonnes qu'on a soit réutilisé, soit recyclé. Et ça, c'est très important pour la suite. Et enfin, Elisa parlait de mindset. Moi, je parle de mindset et aussi de changement de culture d'entreprise. Le troisième pilier pour nous qui est très, très important. Et je trouve que la RSE est un accélérateur. C'est que Oracle est une entreprise en transformation. Ça, c'était le cas, j'ai envie de dire, avant l'avènement de la RSE telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais la RSE nous permet d'ancrer cette transformation dans une logique beaucoup plus sociétale. Et on a fait de la RSE notre fil conducteur du plan de transformation en France. Donc ça sous-entend aussi qu'il faut, comme le disait Elisa, avoir finalement du leadership très fort autour de ces sujets, mais il faut aussi qu'on puisse acculturer l'ensemble de nos collaborateurs. Et à titre d'exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est à peu près toutes les 3-4 semaines, on fait venir aussi des clients, des partenaires qui viennent nous expliquer ce que ça veut dire la RSE, un peu comme Elisa l'a fait ici, parce que on sert tout type de clients dans le secteur entreprise et il faut qu'on soit le plus au fait de la problématique RSE dans les industries pour derrière accompagner au mieux l'ensemble de nos clients. J'ai une toute dernière question pour vous, Elisa Mahdavi. On le disait en début de podcast, vous êtes passée après une carrière dans la finance, côté performance RSE. Aujourd'hui, quand vous vous présentez, comment vous présentez? Comme une financière ou comme une responsable RSE? J'associe les deux parce qu'en tant que responsable de l'ESG, de groupe EDF, ça donne, je pense, une certaine crédibilité de venir de la finance parce que on adresse évidemment la valorisation de la performance ESG du groupe EDF auprès des parties prenantes externes. Bon, ces parties prenantes externes et aussi internes, il y a les salariés. Et au niveau des parties prenantes externes, il y a aussi les investisseurs. Donc, encore une fois, on a toujours besoin de valoriser la RSE avec des chiffres précis, des données précises. Donc, la RSE a été longtemps présentée de façon très qualitative. Le chiffrage est important parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de montrer son impact, en fait, son impact positif, de montrer qu'est-ce qu'on fait pour minimiser les impacts négatifs et avoir cette culture de la donnée, donc cette culture financière, aide encore plus à crédibiliser le travail qu'on fait au sein du pôle performance ESG. Mais vous le disiez, désormais, il faudrait former dès le départ les étudiants, finalement, à avoir ces deux casquettes. Et c'est bien le sujet, le step d'après, pour que ça puisse avancer peut-être plus vite dans les entreprises. Il faudrait former et il faudrait tout simplement aussi répondre à leurs demandes. Parce que y a je vous donne l'exemple de l'association Reboot. C'est une association d'étudiantes qui s'est formée, qui fait des articles absolument très enrichissants. Parce que justement, ils considèrent qu'ils n'ont pas été assez formés, que l'enseignement aujourd'hui ne répond pas vraiment à cette double attente RSE et finance. Et donc, ils font des formations, internes pour les gens qui désirent en fait se former aux deux. Qui désirent devenir les prochains Elisa Mahdavi. Et ça, c'est un gros enjeu. Merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Merci à vous, Elisa, pour ce témoignage inspirant. Merci Stéphanie Achard d'Oracle qui nous suit dans cette superbe aventure. Merci à vous qui nous écoutez et à bientôt. Retrouvez tous les épisodes de FOF, le podcast, ainsi que le programme annuel de Future of Finance sur www.futureoffinance.fr et sur notre page LinkedIn.